Vous êtes sur la une. Le match du jour de la 8e journée, Metz, Olympique de Marseille. Rentrée des classes pour les écoliers de l'équipe de France. Premier examen mercredi prochain en Islande. Contre la Suisse, évidemment, ça comptait pour du beurre. Et puis tout un dossier, le gardien de but en France à travers les âges. Car il s'agit, mais oui, d'un téléfoot à thème. Non, pas comme ça. Voilà, avec un H. Voilà, une semaine guère chargée sur le plan d'actualité footballistique. Donc on en profite un petit peu pour aborder un terme comme cela. Aujourd'hui, ça sera le gardien de but. Prochainement, peut-être les arbitres, le football africain, etc., etc. Mais on va quand même revenir sur le championnat qui s'est déroulé mercredi dernier. Thierry, là on a eu du flair parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de buts. Nous, on en a. C'est le moins qu'on puisse dire. Le record du monde, je crois, français en tout cas, a été battu. Mais enfin, nous, on a eu des buts pour ce match que nous avions choisi. Match au sommet, donc, le Football Club de Metz recevait l'Olympique de Marseille, Georges Dominique. Bonjour. Bonjour. Alors, tu payes un coup pour la finale, Jaco? T'as des sous? On verra. Ah. Tu entends la Marseillaise au parc, hein? Il se trouve que depuis la Marseillaise et le printemps 84 où il enleva la Coupe de France, le Football Club de Metz est dans le bon sillon et le bon collimateur. Allez, l'OM en piste pour la 8e soirée du championnat. Côté lorrain, le président et les ultimes recommandations au joueur Zégnier, qui est aussi son gendre. Bernard Zégnier, est-ce que le président beau-père a parfois la dent dure avec le joueur? Oui, il est critique, mais c'est tout à fait normal. Il n'y a pas de favoritisme, c'est tout à fait normal. Le sifflement des fusées et puis bientôt le coup d'envoi du match du jour, Metz-Marseille. Metz meilleure attaque, Marseille meilleure défense et surtout aux avant-postes du classement. Le capitaine messin Fernando Zapia, souffrant, est resté en civil. Pour ce soir, le brassard de capitaine revient au footballeur instituteur Philippe Hinsberger, un homme qui a plusieurs cordes à son arc. C'est le plus beau métier du monde, m'a dit un jour un petit garçon. Le froid rougissait ses jouerons, il jouait avec son ballon. Jour par-ci, signature par-là, pour lui la vraie vie, c'était ça. Je me suis approché de lui et j'ai dit: Une affiche bien excitante dans un stade pratiquement plein pour un match qui le fut tout autant. Et qui commence drôlement, passe de Sliskovic à Giresse, tête de cubaine, main du messin Ottaviani, penalty. Jean-François Domergue, 1-0 Marseille, 7e minute. Exploit ici du libéro lorrain Castendeutsch, c'est le départ d'une très longue domination messine, un Metz qui passe à l'image du bulgare Markov, mais qui cafouille au moment décisif. Cette fois, Bell est là, sur ce coup franc de Zégnier, il est encore là, mais impuissant. On joue les arrêts de jeu en première mi-temps, 1-1. L'OM sera un peu moins ballotté en deuxième période, mais connaîtra tout de même de sérieuses alertes. Black n'a pas pu exploiter ce ballon. Zégnier, lui, va tout de suite se mettre sur son bon pied. Mais Bell retombe sur ses deux.
Le 4, c'est le brillant messin Pauque. Il transmet à Michiche et dans leur chanson de geste favorite, Zénier puis Belle. N'allez pas croire pour autant que le leader du championnat somnolait à l'image du remuant Diallo ou du frappeur Sliskovic. Les Marseillais répondaient à l'attente. N'empêche qu'avec ce 1-1, le boss n'avait aucune raison de faire la grimace. Oh, I'm Popeye the Sailor Man. I'm Popeye. C'est qui? C'est lui. Joseph-Antoine Bell, alors ce brassard de capitaine, ça change votre vie de footballeur? Ah non, je ne crois pas. Je crois que dans la vie, les responsabilités, elles se prennent, elles ne se donnent pas. Nouveau capitaine de l'OM, le Camerounais Joseph-Antoine Bell eut quelques réflexes décisifs. Comme par exemple sur ce coup franc de Thierry Pauque, on croit que le Messin va s'appuyer sur un partenaire. Non, il vise le premier poteau, Bell bascule à temps. Un peu plus tard, sur un autre coup franc, l'histoire se termine différemment. Je n'ai pas vu le départ du ballon, mais seulement ce ballon, il a dû être très très haut et passer juste là où il fallait. Il n'aime pas ce genre de situation, mais il n'en perd pas le moral pour autant. Et puis, au cours d'une soirée bien chaude, il est normal qu'il ait eu quelques sueurs froides et un brin de baraka. Normal, Joseph, il est sympa. Lendemain de gala, on bichonne l'une des plus belles pelouses de l'Hexagone. Seul point noir, cette archaïque tribune qui n'a pas bougé depuis l'ère des Remeter ou Sisovski. Heureusement, dans quelques mois, le béton devrait passer par là. Tout à côté, les muscles se délient pendant que Marcel Husson, un ancien joueur du club, planche sur le boulot de la semaine. Marcel Husson, pourquoi James Dean dans les vestiaires de Metz? Ça représente la fureur de vie, ça représente une partie de ma jeunesse. Et quand je le vois, je me dis qu'il faudrait peut-être inculquer à mes joueurs la fureur de jouer. Et c'est ce qu'on tente de faire et ce qu'on réussit actuellement. Tennis, ballon et décrassage pour tous les acteurs de la veille, pour tous sauf un, l'Écossais Eric Black qui souffre des adducteurs. Il est pourtant numéro 1 au hit-parade des buteurs. Ici, c'est encore plus chaud qu'à Aberdeen. Les fans sont fantastiques. Après Bocandé l'an passé, Black est devenu messin grâce à celui qui conduit le FCM de main de maître. En foot, le président Molinari s'y connaît. Pour le reste, il ne se débrouille pas trop mal. La preuve, son alliance avec l'un des grands de la sidérurgie. Le FC Metz et Solac sont deux partenaires étroitement liés, mais il faut que chacun conserve sa personnalité, son identité et finalement soit maître de son destin. Avec des muscles qui ressemblent étrangement à de l'acier trempé, la Lorraine du football devrait effacer toutes ces interrogations. Une équipe messine qui est une des grandes confirmations de cette saison, un petit peu à l'image de Nantes. Beaucoup de joueurs s'en vont, mais le club demeure. Suite de cette 8e journée du championnat de première division avec, on vous l'a dit, en tout et pour tout 9 buts. On en a déjà vu 2, il en reste 7. Toulon, Paris Saint-Germain, déplacement toujours difficile pour les meilleures équipes à Toulon, surtout quand à la 5e minute, Dominguez centre pour Victor Ramos. Superbe reprise, Joël Batz est battu 1-0. Le PSG n'a peut-être pas le brio de la saison dernière, mais il a des ressources et sur ce corner de Suzik, Sen qui marque beaucoup de buts décisifs égalise un but partout. Dans le Nord, un seul but de marqué pour les Lillois et pour l'inévitable canonnier belge Philippe Desmet sur une bonne balle de l'Acuesta. 1-0, Lille a battu Toulouse. Même score au stade du Ray pour les Niçois face aux Nancéens. Et sur un centre venu de la gauche signé par le jeune et brillant milieu de terrain Fabrice Meige, c'est Cabrera qui marque son premier but niçois. 1-0, Nice bat Nancy. Même score au stade de la Route de Lorient en faveur de Rennes aux dépens de Sochaux. Un centre de Charrier et Gérard Soler
qui en a marqué lui aussi beaucoup des buts et sous combien de maillots différents? Ça pourrait presque faire un concours. Soler marque à la 63e minute, Rennes Sochaux 1-0. Et au Parc des Princes, devant une assemblée intéressante pour voir ce Racing Monaco, centre de Tis, mésentente entre Hugues, Liégeon et Sonore. Et c'est l'arrière Liégeon qui marque contre son camp, 1-0 pour le Racing. À 8 minutes de la fin, superbe frappe de Bijota qui égalise, un but partout. Les autres rencontres de cette 8e journée, toutes les autres rencontres, il y en a 4, se sont terminées sur cette marque de 0-0. Alors, eh bien, on va vous montrer quelques actions de jeu, et notamment des arrêts de gardiens. Car si la marque a été de 0-0 à Brest, à Saint-Étienne, à Bordeaux et à Nantes, on va le voir, eh bien, les gardiens, ils sont donc pour quelque chose. Notamment Huard, le gardien de but lensois, très bon dans son club depuis le début de la saison. Et bonne performance aussi du Havre, qui ramène un point de Nantes. Nantes et Bordeaux accrochés, cela fait quand même l'affaire de Marseille qui a concédé, c'est vrai, un match nul, mais tout de même à l'extérieur, et à Metz qui est 5e. Voici la première partie de ce tableau. Vous voyez que les équipes se tiennent en assez peu de points. Et la deuxième partie, là, c'est déjà beaucoup plus grave pour Toulon, qui certes compte un match en moins. Le Racing Club de Paris, Laval, Monaco, Auxerre, Nancy et Le Havre. Une équipe d'éléphants gris dispute un match de football contre une équipe de souris blanches. Il y a un éléphant gris dans les buts. Sur le terrain, il y a une petite souris blanche qui court. Elle va marquer, elle va marquer. L'éléphant plaque le ballon, se relève. Il a écrasé la petite souris. Il la prend, il s'excuse, il l'épouse avec sa trompe. Il lui fait « J'ai dû vous faire mal, excusez-moi ». Et la petite souris lui fait « Oh, ne vous excusez pas. J'aurais pu vous en faire autant. C'est la dure loi du sport. » Et oui, c'est la dure loi du sport. Sim qui faisait partie qui était le gardien de but de l'équipe des souris. Donc le gardien de but, c'est le thème de ce téléfoot. Et avant d'aborder un petit peu certains sujets bien particuliers, notamment ce qui se fait de mieux dans le championnat de France et puis des rétrospectives, etc., on va quand même voir l'évolution de ce poste depuis l'après-guerre. Il s'en est bien passé des choses et on va suivre ensemble 3 gardiens de but qui ont marqué le football français et qui vont vous parler de cette évolution de la tactique et donc évolution du poste de gardien de but. À partir de l'après-guerre, tout d'abord avec René Vignal, le gardien de but volant, comme l'avaient surnommé les Anglais. Je pense que c'est quelque chose de primordial, c'est qu'à l'époque, il y avait 3 défenseurs contre 5 attaquants, et maintenant c'est l'inverse. Le gardien de but joue devant lui en libéraux, des défenseurs renforcés, ce qui était le contraire à l'époque de mon temps. À l'époque, il y avait un demi-centre et des arrêts latéraux. Parce qu'à l'époque, le gardien de but, il avait davantage de travail, il était sollicité. Actuellement, il est beaucoup plus statique parce qu'il joue derrière des défenseurs renforcés. Ce qui ne révèle rien, évidemment, à la valeur intrinsèque des gars. Quoi. La morphologie est un peu différente déjà. De mon temps, les très grands induits par la taille n'avaient pas quoi, il avait très peu. Et c'était l'exception qui confirmait la règle, ça. Il y avait Dakowski, Yachine, éventuellement à Saint-Étienne, un Finec, un nom comme ça. Autrement, la taille idéale du gardien de but, c'est environ entre 76 et 80, voilà les tailles idéales. Déjà, au point de vue morphologie, il y a une différence énorme. Hein. Si vous voulez, si je devais choisir actuellement, le poste de gardien de but ne m'intéresse pas ou peu. Vignal avait la casquette, pas Pierre Bernard, car ensuite il s'est passé des choses. Pierre Bernard qui lui aussi a fait une longue et brillante carrière, tout le monde s'en souvient. J'ai connu une période jusqu'à 27-28 ans, j'ai joué également comme René le jour et puis après j'ai joué la nuit. Alors là, il s'est posé des problèmes de matériel et de tactique, bien entendu. Alors, au niveau du matériel, c'est très important parce qu'à partir du moment où on a commencé à jouer en nocturne, les ballons n'étaient pas les mêmes que maintenant. C'était des véritables savonnettes. Pour nous, les gardiens, se posait un problème énorme, c'est que les projecteurs n'étaient pas très bons, le ballon était très glissant, les gants que vous avez là n'existaient pas. Enfin, c'était pour nous, ça a été un drame. Moi, j'ai vécu 2 ou 3 années pour m'adapter aux nouvelles conditions de jeu, très éprouvantes.
Nous, c'était beaucoup plus intéressant. On avait toute la surface qui nous appartenait. On touchait 50 fois, 100 fois le ballon dans un match. À l'heure actuelle, je vois des gardiens qui touchent 3 fois le ballon dans le match. Et maintenant, Georges Carnus, intraitable avec le Stade, Saint-Étienne, Marseille et bien sûr, l'équipe de France. Je crois qu'à cette époque-là, il y avait quand même une différence de jeu. Il y avait beaucoup plus d'espace dans les lignes, entre les lignes, dont le gardien avait affaire à des situations plutôt tête-à-tête avec l'attaquant adverse, alors que maintenant, il y a beaucoup de monde dans les 18 mètres. Le gardien est presque, quand il sort de ses 6 mètres, c'est le maximum qu'il fait, je crois. Après, le reste est obligé de rester sur sa ligne et paraît au plus pressé. Maintenant, il y a un autre style de jeu, notamment les coups de pied arrêtés ont pris une très grande importance dans le football. Ah oui, en plus, depuis quelques années, il y a eu des coups de pied travaillés comme les balles arrêtées, les coups francs ou les centres qui fuient le gardien, qui passent devant le gardien et qu'on ne peut pas attraper. Quand on sort, soit on les échappe, soit on les boxe, mais très faiblement et elle retombe dans les pieds de l'adversaire. Alors qu'avant, il y avait des centres bien hauts, bien droits, donc on pouvait sortir tranquille et on trouvait que les gardiens étaient plus sûrs dans leur jeu aérien. Moi, à mon époque, je travaillais presque pas dans les buts parce qu'il y avait qu'un entraîneur qui était là pour tous les 15 ou 16 joueurs qui faisaient partie de l'équipe. Actuellement, il y a dans presque tous les clubs, il y a l'entraîneur qui s'occupe des joueurs du champ et il y a un entraîneur spécial pour les gardiens. Et automatiquement, le gardien travaille 2 fois plus. Bon, alors tout à l'heure, la boucle sera bouclée avec de 73 à nos jours, avec un gardien qui évolue encore. Mais vous avez remarqué, Thierry, à l'époque, les gardiens de but s'entraînaient moins, même en 1970, 71. C'est vrai, je crois que c'est du reste les Brésiliens qui sont arrivés les premiers avec des entraîneurs bien typés pour les gardiens. Alors, on va voir avec Jean-Michel Larquet. Vous allez voir, je crois, aussi derrière un entraînement de gardien de but marseillais Bell, avec un grand spécialiste, Gérard Banide. Lui-même ancien gardien de but. À l'aise. Et puis après, on va voir quelques mouvements avec Jean-Michel Larquet. Et c'est assez spectaculaire. Pour des interventions qui durent quelques dixièmes de seconde, c'est un travail de titan que se soumet le gardien de but. Il est un acrobate à qui l'on demande beaucoup pour pardonner peu, car chacune de ses fautes est lourde de conséquences pour toute l'équipe. On le tire le ballon, hein? Bien. Oui. Bien. Oui. De l'autre côté. Là. Oui. Reviens. Devant. Devant. Là. Encore. Encore. Là. Essayez d'aller loin et le chercher. Va le chercher loin. Du punch, de l'attention, de la lucidité, du courage, au service d'une technique parfaite. Oui. Avouez que le sac est lourd à porter. Oui. Allez, au troisième. Et va chercher. Excellent ça, oui. Oui, très très bien. Oui, très bien. Oui. Allez. Oui. Assieds-toi, hop. Oui. Assieds-toi, hop. Au départ, il faut bien sûr des qualités naturelles, mais aussi une dose de travail bien au-dessus de la moyenne pour connaître toutes les situations possibles et imaginables dans un match. Tu m'as tué. Oh non, bravo. Moi je crois que on a des qualités innées au départ, mais bon, il faut les développer. Et je pense que on les développe par un travail de vivacité, surtout à l'entraînement, vivacité de geste, vivacité de déplacement. Oh oui, bon réflexe. Hey, hop là. Oui. Hey. Oui, excellent. Lucarne. Ah, bravo. Très bien ça, le geste est bien parti là. Allez, tombe vite. Oui, bravo. Regarde le gardien, regarde-le. Là. Oui. Oui, viens. Allez. Voilà, regarde. Gardien de but, le poste le plus difficile dans une équipe de football, mais sans doute le plus beau.
Voilà, alors on va maintenant répertorier, si vous voulez, les gardiens par tranche d'âge et on va commencer par le gardien de but de plus de 30 ans. Gardien de but de plus de 30 ans, il y en avait beaucoup, disons il y a une vingtaine d'années, il n'y avait pratiquement que ça dans les équipes de première division française. Et puis maintenant, vous le constatez, il y en a beaucoup moins et nous en avions choisi un, JPBD, Jean-Paul Bertrand Demanne, le plus titré de tous, plus de 500 matchs en première division, avec Yves Kupferminck. Jean-Paul Bertrand Demanne, le gardien de but du Football Club de Nantes. Je crois que c'est quelque chose d'extraordinaire. Je jouais dans un petit club de la région bordelaise, à Pauillac. Et je signais à Nantes donc le 31 octobre. Je crois que mon contrat devait être déposé avant le 31 octobre à minuit. Je suis arrivé à Nantes le lundi matin. Et le mercredi, je jouais en pro contre Marseille. À Marcel-Sopin, c'était le 4 novembre 69. Entre cette date et septembre 1986, Jean-Paul Bertrand Demanne a disputé 504 matchs de première division au sein de cette équipe de Nantes dont il est aujourd'hui le capitaine. Pas mal pour ce garçon originaire du Sud-Ouest, aux qualités physiques impressionnantes, que rien ne prédestinait au football, pas même l'ambition. Bon, je jouais vraiment pour me faire plaisir et j'ai pensé que beaucoup plus tard à faire une carrière de joueur, bon, jusqu'en cadet junior, bon, je jouais, j'étais content de jouer, j'étais dans les sélections cadet Sud-Ouest, mais c'est à partir de l'équipe de France junior où j'ai commencé à penser à espérer faire une carrière. Pendant 2 ans dans les buts de l'équipe amateur, il est le 3e gardien du FC Nantes derrière Fouché et Castel. C'est en 1972 qu'il devient titulaire chez les professionnels, un poste qu'il n'a plus quitté depuis 14 ans. Mon meilleur match que j'ai fait en championnat, c'était une fois à Nîmes. Je ne sais plus quelle année c'était, c'est 77, 78. J'ai fait un match comme on doit en faire un dans sa carrière, c'est-à-dire que bon, j'étais imbattable. Je me souviens d'une réflexion d'Henri Michel qui m'avait dit à 20 mètres du but, moi je te regardais jouer parce qu'il n'y avait aucun problème, il ne pouvait pas marquer. C'est vrai que ça m'a marqué ce match-là parce que vraiment j'étais en état de grâce. Des mauvais souvenirs, il y en a? Oui, des mauvais souvenirs, il y en a. Enfin, non, je vous dis, enfin, il y en a un petit peu. Quand on fait une faute, quand on prend un but de sa faute, bon, on est déçu. Mais je pense que avec le temps, comme je disais tout à l'heure, ça s'efface. Et puis bon, mais c'est quand même, c'est bien parce qu'on apprécie. C'est quand on prend des buts où on est responsable, on fait des mauvais matchs, on apprécie après les bons matchs. Des bons et des mauvais matchs, Bertrand Demanne en a également disputé en équipe de France où il a débuté sous l'air Kovac contre le Danemark en 1973. 11 fois sélectionné, titulaire lors de la Coupe du Monde 78, sa carrière internationale s'est achevée sur blessure contre l'Argentine. Souvent critiqué, son seul regret est qu'on ne lui ait jamais fait totalement confiance, une confiance sans laquelle le gardien de but ne peut s'exprimer. J'avais 23-24 ans, quand je prenais un but, je culpabilisais pendant 3 jours. Maintenant, quand je prends un but, bon, c'est vrai que j'aime pas prendre des buts. Hein. Je crois pas qu'il y ait des gardiens qui aiment prendre des buts. Disons que bon, ça dure pas 3 jours. Je suis déçu le soir, je suis un petit peu déçu, mais le lendemain, c'est fini. Je pense que c'est ce qui fait un petit peu la force des gardiens qui ont un peu d'expérience, c'est qu'un but ne les abat pas complètement et ils arrivent à surmonter cette mauvaise période. Bon, c'est vrai que j'ai fait des fautes, mais je crois qu'on n'a qu'à regarder tous les dimanches les gardiens de but. Tous les gardiens font des fautes. Et bon, comme à l'époque j'étais peut-être en équipe de France, on nous a peut-être un petit peu grossi ces fautes. Mais ça m'a fait un petit peu mal, c'est vrai que ça m'a fait un petit peu mal, parce que si je prends le bilan de ma carrière depuis 10 ans, on finit toujours meilleure défense, dans les 2 ou 3 meilleures défenses, les défenseurs changent, je suis toujours là. Fidèle au poste, il espère bien le rester 2 ou 3 ans, le temps de faire 593 matchs de première division, un record qui ferait de lui un monument. Voilà, pour l'instant, Jean-Paul Bertrand Demanne en est à 500 et des poussières. Donc, il fait partie des 5 gardiens qui, lors de la dernière journée de championnat, avaient plus de 30 ans. Car comme base, on est parti sur la dernière journée de championnat, mercredi dernier donc. Maintenant, voyons, entre 25 et 30 ans, il y en a 7. Et parmi ces messieurs, il y a Joël Batz, 29 ans. Joël Batz que nous avons rencontré hier après-midi au stage de Jouy-en-Josas et qui va nous parler un petit peu de sa carrière, son évolution, son mental, son expérience, ses expériences aussi avec l'équipe de France au niveau des clubs. Tout cela donc un petit rendez-vous avec Joël Batz qui a déjà près de 300 matchs. Il les fêtera bien entendu prochainement dans le championnat de France. Vous voyez,
il en est déjà à 296. Par rapport au Joël Batz d'il y a quelques années et le Joël Batz d'aujourd'hui, il y a une manière de préparer ces matchs ou une certaine sérénité qui s'est installée au fil des ans? Ma façon de préparer les matchs, disons que je suis beaucoup plus serein qu'avant. Et mon match, je ne le débute que quelques heures avant la rencontre, alors qu'auparavant, déjà quelques jours avant la rencontre, j'étais déjà dans le match et je perdais peut-être un peu d'influx nerveux à cause de cela. C'est dans la tête que ça se passe. Bon, les qualités, ça fait quand même pas mal d'années que je les ai maintenant. Mais c'est, je pense, au niveau de l'état d'esprit, au niveau du moral, que tout se joue, au niveau du mental. Le poste de gardien est un peu différent parce que le gardien, on le remarque bien, on remarque plus facilement tous ses faits et gestes. Et on se sent davantage épié que les autres et par moments, c'est pesant. Enfin, pour moi, je ne sais pas pour les autres comment ça peut être, mais pour moi, c'est pesant par moments. Le gardien a besoin d'énormément de confiance et s'il sent qu'autour de lui, il y a une sorte d'effritement, ça peut jouer sur lui. Et c'est là qu'il faut être très fort moralement. Donc il faut essayer d'être insensible à ce qui se passe autour, mais c'est pas toujours facile. Chaque match en équipe de France, c'est une remise en question. On est obligé d'être au maximum à chaque fois parce que par rapport peut-être à un joueur du champ, ça se voit tout de suite si on n'est pas dans le coup. Et donc il faut faire un effort supplémentaire que les autres joueurs du champ pour être bien à chaque rencontre et toujours être au top. Donc c'est ça qui est un peu différent des autres. Après ce que j'ai vécu en Coupe du Monde, je crois que ça m'a permis encore de mordre davantage dans le football. Et le fait d'avoir vécu France-Belgique dans les tribunes, j'ai vu ça de notre côté. Et je crois que quand on vit ça des tribunes, on a envie de réintégrer rapidement cette équipe. C'est sûr que plus on monte dans la hiérarchie, plus on joue dans de bonnes équipes, plus c'est dur de tenir ce poste. Je crois que c'est plus agréable de jouer dans une équipe qui joue les seconds rôles parce qu'on se met davantage à l'évidence, on touche beaucoup plus de ballons. Mais dans une équipe qui joue le haut du tableau, qui est censée dominer, je crois que l'effort mental est beaucoup plus important et a encore moins le droit à l'erreur, c'est-à-dire qu'on a moins de ballons et on a droit à moins d'erreurs que les autres. On passe maintenant, si vous le voulez bien, au troisième chapitre, c'est-à-dire les jeunes, les gardiens de, disons, 20 à 25 ans. Pour vous donner une idée, la moyenne de référence pour la dernière journée de championnat, les gardiens, ils avaient 27 ans. Les voici, les jeunes et talentueux gardiens qui évoluent en première division. Pour nous, évidemment, il fallait faire un choix et ça n'était pas commode car, vous le constatez, il y a beaucoup d'espoir à ce poste, beaucoup plus qu'auparavant en tout cas. Et comme il fallait donc faire un choix, eh bien ce choix, nous l'avons porté sur Robin Huck, le gardien de but de Toulouse. D'abord parce que c'est le plus jeune, ensuite parce qu'il restait sur 4 matchs sans prendre de but. Robin Desbois, bien sûr, c'était facile et il fallait le faire. Le gardien de... Robin Huck, comment s'est passé votre première en première division? À Marseille, pour moi, c'était mon premier match. C'était quand même assez important. J'en ai pris conscience avant le match, mais en essayant de ne pas perdre quand même mes moyens. On est angoissé? Oui, angoissé, le stress, il y a un peu tout. Mais je crois que ça s'est passé assez vite quand même. Et en plus, pas de chance, il n'est pas très clair sur ce coup franc de Friskovic. Il relâche le ballon et Cuben, lui, ouvre la marque pour Marseille. Qu'est-ce que vous avez pensé sur votre avenir à ce moment-là? Ben, disons qu'à ce moment-là, je n'ai pas pensé à mon avenir. Hein. J'ai pensé surtout à l'équipe et à ce qu'on puisse revenir au score. C'était, je pense, le plus important. Vous lisez les critiques concernant les matchs? Non, je préfère pas lire. Et puis j'essaie de me concentrer match par match, essayer de faire le maximum. Et puis bon, que ça se passe bien ou que ça se passe mal, bon ben... Pourtant, vous savez qu'il y a un petit jeu qui consiste à noter tous les joueurs. Alors, quand vous avez 5 étoiles sur France Football, comment vivez-vous ces notations? Ah ben c'est sûr, ça fait très plaisir, mais je crois que c'est après avec le recul qu'il faut voir ça. Bon, disons qu'après que les matchs, qu'une série de 2-3 matchs soit passée, je regarde et c'est sûr que c'est une satisfaction et ça fait très très plaisir. Vous connaissez la moyenne d'âge des gardiens français en première division? Non, pas du tout. C'est une petite idée? Je sais pas, 24-25 ans? Non, 29 ans. 29 ans. C'est pas un avantage d'être jeune? Ben, je sais pas, surtout dans le poste de gardien de but, l'expérience compte beaucoup. L'expérience, je pense pas l'avoir encore.
Vous êtes le remplaçant de Bergerot ou son concurrent? Je suis son concurrent dans le sens que je veux dire, je fais le maximum à l'entraînement pour essayer de progresser. Et puis bon, pendant ces 6 matchs, j'ai donné le meilleur de moi-même, j'ai essayé de faire le maximum. Mais je pense que c'est pas en 6 matchs que je vais détrôner Philippe. Lui, ça fait plus de 10 ans qu'il a prouvé que c'était un très très grand gardien et qu'il a rendu de très très grands services à Toulouse. Et je pense qu'on ne peut pas l'oublier comme ça en l'espace de 6 matchs. Voyons maintenant les gardiens de but qui sont en bonne place dans notre cinémathèque. Ce ne sont pas forcément les plus grands. Il faut dire qu'on n'a pas beaucoup d'archives sur Yachine et compagnie. Mais enfin, il y en a des pas mal. Et puis il y a celui qui est resté dans la légende. C'est la fameuse séquence sur le tutu. T'en souviens-tu? Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Celui qui est resté dans la légende, dans toutes les cinémathèques du monde, Brésil, Angleterre, à Guadalajara, souvenez-vous, centre de Jairzinho, tête de Pelé, but du Brésil, non, superbe manchette de Gordon Banks lors de la Coupe du Monde 70. Et même dans la légende, on ajoute que juste après avoir fait cette tête, Pelé aurait crié « Goal ». Et maintenant, là c'est plus personnel, ça concerne surtout les Français. Ivan Kurkovic, qui lors d'un match retour de Coupe d'Europe en 76 à Eindhoven, était vraiment, comme l'on dit, en état de grâce. Le super match du gardien, le match parfait. Saint-Etienne avait tenu, vous vous en souvenez. Et grâce à ce 0-0, c'était qualifié pour la finale. Il reste 2 minutes et encore Ivan Kurkovic. Venons un petit peu à cette finale, car là aussi, on l'a passé souvent, on va se le repasser. C'est ce qu'on appelle la chance, très important pour un gardien de but. Sepp Maier, tout au long de sa carrière, en a eu, même si son talent, tout de même, était très très grand. Il y avait eu cette tête de Santini auparavant, vous l'aviez vu, la tête de Battenet, les poteaux carrés. Et puis Marcel Aubourg et les fameux pénaltys d'une demi-finale de Coupe Rennes-Marseille au stade de la Route de Lorient. On était survolté, moi je me revois, c'était merveilleux. Les gens, ils vous poussaient à plonger. Voilà, match nul au total des 2 matchs, à la fin du temps réglementaire, prolongation comprise, les pénaltys. Allez Marcel. En fait, là, Aubourg allait sortir le grand jeu. Premier pénalty, le Noir le transforme. 1-0. Skoblar rate, lui, son pénalty 1-0 en faveur de Rennes. Guy, 2-0. Magnusson, 2-1. Chosta, imparable, 3-1. Et c'est là le tournant du match. Kula arrête, premier très très bel arrêt de Marcel Aubourg. 3-1. Beta manque ce pénalty. C'était une petite histoire extraordinaire parce que Dédé, quand il a tiré sur la barre, s'il marquait, on était qualifié, c'était fini. Et quand il a tiré sur le poteau, il s'est mis la tête entre les mains et tout. Je lui ai dit non, Dédé, c'est rien, t'inquiète pas, je vais arrêter encore celui-là. Et effectivement, j'avais arrêté le dernier pénalty qui avait été tiré par Aubourg. Et le tir repoussé, plus exactement, le tir d'Audoul est repoussé par Marcel Aubourg qui, fou de joie, court à travers le terrain. Un terrain envahi par les supporters. C'était du délire et ça vous fait plaisir de revoir tout cela, Thierry. Radniki, Vélez Mostar, Dragan Pantelic, à l'époque à Radniki, ensuite était parti à Bordeaux, connu pour ses célèbres dégagements, tiré aussi des pénaltys. Et bien là, il a réussi un but directement. Il y a eu une saute d'image, mais il a réussi directement de 90 bons mètres. Donc là aussi, ça reste dans la légende, tout comme là, on vous a gardé le plus beau pour la fin, alors que Pantelic est félicité par ses coéquipiers. Le plus beau pour la fin, c'est le fameux gardien de but mexicain qui se met ce but directement. Et oui, on ne connaît pas son nom, on ne se souvient plus des équipes, c'était il y a longtemps, les images sont d'une qualité, bon, douteuse, mais ça nous fait tellement plaisir de revoir tout cela. Et c'est pas très gentil pour les gardiens de but, et c'est bien la preuve que lorsque l'on commet une erreur, surtout que lorsqu'elle est monumentale comme celle-ci, eh bien on la passe un petit peu dans le monde entier. Dans le monde entier, tout le monde a vu cette petite bavure entre guillemets du gardien de but mexicain. D'autres par contre n'ont peut-être pas vu des buts ratés facilement. Alors c'est un poste très stressant, vous l'avez compris sans doute tout au long des interviews avec Bertrand Demann, Batz, Huck, et vous allez voir qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Vous le savez d'ailleurs. Prenons comme point de référence la mésaventure de Jean-Luc Ettori au Mexique. Premier but au bout de 45 secondes contre l'Angleterre, après un match moyen, tout comme l'équipe de France d'ailleurs, et puis des hésitations qui s'en suivent, car il va traîner tout au long de cette compétition. Cela comme un boulet.
Que ça marche, surtout durant la compétition. Je crois que j'étais critiqué dès le premier match, sur les matchs contre l'Angleterre. Un match où j'étais totalement passé à travers, comme toute l'équipe d'ailleurs. Bon, c'est certain que c'est difficile de rentrer sur un terrain après en sentant les pieds. Bon, c'est le côté ingrat du gardien de but. On voit ce qu'il fait de bien, mais on voit surtout ce qu'il fait de mal. Sur les terrains adverses, vous l'entendez encore, les supporters, ces rengaines de Coupe du Monde 82? Oui, je crois qu'on les entend encore, faut pas se cacher. Mais enfin bon, ça fait partie du jeu, même si ça fait mal sur le moment. Mais enfin, on accepte. De toute façon, je suis payé pour jouer au football et bon, j'essaie de faire le mieux possible. Même si j'en suis conscient, depuis cette Coupe du Monde, je suis plus totalement, aussi confiant que ce que j'étais par le passé. Vous aviez perdu quelque part une certaine confiance en vous. Ça se traduit par quoi? Ça se traduit que finalement ça va vous suivre jusqu'à la fin de votre carrière, cette histoire? Non, parce que je crois être assez... Non, je veux dire, ça va faire 4 ans, ça fait un bail. Bon, il y a eu des hauts et des bas. Depuis cette Coupe du Monde, il y a des saisons qui ont été bonnes, des saisons moins bonnes, notamment celle de la saison dernière. Mais je me sens moins sûr de moi dans mes décisions. Et bon, mais ça se traduit par quelques buts que je ne m'imaginais pas prendre avant, quoi, des buts idiots. Vous savez qu'il y a des gardiens de but qui n'ont pas eu votre chance, qui ne s'en sont jamais remis, ça vous étonne pas? Non, ça m'étonne pas. Je crois qu'il faut avoir une certaine force de caractère, il faut... Bon, je l'ai eu, je crois que ça m'étonne pas, c'est très dur à assumer. Pour moi, j'ai eu la chance d'avoir une famille et puis un club qui m'ont beaucoup aidé dans ce moment-là. Je crois que c'était important pour moi. Et oui, très important. Heureusement que l'AS Monaco a été réglo dans cette histoire, car souvenez-vous la mésaventure de Jackie Charrier. Alors, peut-être au sommet de son art, deuxième sélection en équipe de France. Lui, il ne s'en est pas remis, car ensuite, il a connu des ennuis de santé. Par la suite, eh bien, je dirais qu'il y a eu un gros frein dans ma carrière internationale. Je n'ai pas pu reprouver par la suite que ce n'était qu'un accident ou, à la limite, que j'étais un petit peu trop jeune pour assumer des responsabilités sur le plan international. Enfin, le football va vite, hein, non seulement sur le terrain, mais également dans les coulisses. Et oui, René Charrier qui ensuite avait pratiquement brisé sa carrière à la suite de cette mésaventure. Donc Thierry, comme quoi le gardien de but ne comporte pas que des avantages. Voilà, je crois que la boucle est bouclée, là, on a fait le tour. La boucle est bouclée et à ce sujet, puisque l'émission a pour thème, comme vous l'avez dit, le gardien de but, on peut souhaiter bonne chance dans la vie au gardien de but du Variété, Jacques Vendroux, qui a convolé hier avec Armel. Beaucoup de bonheur, puisque c'était leur mariage hier à tous les deux. On passe à la deuxième division et ça commence par un coup de tonnerre, un de plus, qui nous vient d'Alsace, puisque après la démission de M. Vuillaume, le président de la section professionnelle du Racing Club de Strasbourg, eh bien Daniel Echter a pris les commandes, il est président maintenant. Robert Herbin sera entraîneur cette semaine. Piasecki n'est donc plus l'entraîneur de l'équipe. Vogel n'est plus non plus le capitaine, puisque c'est Didier Six qui devient le nouveau capitaine. En tout cas, un beau coup à jouer, puisque Strasbourg compte 11 points de retard. En effet, hier, Reims vainqueur à Tours grâce à Bertolino et Badjika. Dunkerque qui s'impose à Orléans grâce à Perron. 7e succès de Niort à Amiens cette fois, avec 2 buts du fameux Pelé. Et donc, nouvelle mésaventure des clubs alsaciens. Mulhouse tenu en échec chez lui par La Roche à EPB. Et Strasbourg nettement battu à Caen. Au classement, Niort 14 points. Reims est à 3 points. Caen et Angers à 4. Et Strasbourg, avant-dernier, à 11 points. Et maintenant, donc, le groupe B, là, il y a des images avec Martin Zara. Martin Zara et la rencontre Nîmes-7, c'était le match au sommet. Un derby, du reste, entre les Nîmois et les Sétois. Martin Zara. Et Nîmes n'a pas fait le détail dans ce derby gardois, un peu à l'image de son Hollandais volant Porte-Vliet. Nîmes a complètement dominé son sujet et débordé le plus souvent le leader du championnat. 23 minutes de jeu. Pénalty pour Nîmes, un pénalty transformé par Méry, un pénalty sifflé par l'arbitre de la rencontre, Monsieur Dozol, surnommé depuis Œil de Lynx, pour une faute de main pas évidente du tout, vous allez voir. Pourtant, c'est bien défenseur de 7 qui enlève d'une manchette la balle de la tête d'Ili. Chapeau, monsieur l'arbitre. Voilà 7 obligé de courir après le score, mais le plus souvent, la défense de Nîmes se montre intraitable. 1-0 à la mi-temps. L'on n'en signe pas au stade de Jean-Bouin. Les quelques 7000 spectateurs sont contents et la suite des événements va finir de les ravir. 10 minutes après la reprise, débordement d'Espace, centre en retrait et superbe tête plongeante de Pérez. Il n'est pas grand, mais il a grillé toute la défense et c'est également la fin des illusions sétoises. On a mal joué parce qu'on aurait pu beaucoup mieux faire. C'est dommage, on n'a qu'à s'en prendre à nous-mêmes. Vous savez, quand une équipe est meilleure que l'autre, elle gagne. Et ce soir, Nîmes était meilleur que nous, donc elle gagne.
Et Nîmes était vraiment meilleur. Le troisième et dernier but est un modèle du genre. Coup franc, mauvais renvoi de la défense. C'est superbe reprise de volée d'Espèce en pleine lucarne. Une frappe qu'on ne se lasse pas de revoir. À 3-0, les jeux sont faits. Rien ne va plus pour le leader malgré une bonne réaction en fin de rencontre avec notamment une tête de Mengual sur le poteau et quelques tirs qui ont inquiété Palu. Pour 7, c'est un avertissement sans frais. 7 est toujours leader mais n'est plus seul, tandis que Nîmes s'est rassuré après son médiocre début de championnat en remportant un succès net et sans bavure. On va continuer à jouer avec confiance. Il y a beaucoup de joueurs qui ont pris un coup avec le mauvais début de saison. On a toujours l'ambition pour jouer le premier rôle en deuxième division. Et comme on joue ce soir, pourquoi pas. 7 battus et donc rejoint à la tête du classement par Cuiseaux et Cannes qui ont fait match nul à l'extérieur. Bastia et Martigues qui l'ont emporté l'un à l'extérieur, l'autre à domicile, sont à un tout petit point la journée, donc sur vendredi soir et samedi soir. Voilà, nous terminons ce téléfoot avec quand même la séquence internationale. C'est la reprise mercredi prochain en direct sur TF1. France-Islande, ces deux équipes vous sont présentées par Frédéric Jaillant et Yves Kuperminck. Il s'agit de Météo Foot. Depuis toujours, l'équipe de football d'Islande n'est pas tout à fait au point. Alors on va mettre un temps orageux pour cette équipe. Par contre, elle fait un effort de temps à autre, alors elle marque des petits points. Alors on va mettre des petites bruines. Voilà pour cette belle équipe d'Islande. Pays des geysers, de la lave et des glaciers, l'Islande. Grande comme l'Angleterre, cette île compte 200 fois moins d'habitants, environ 250 000. Près de la moitié vit à Reykjavik, la capitale. Une ville sans fumée et presque sans pollution. En Islande, c'est l'eau bouillante jaillie du sol qui alimente les chauffages et qui produit l'énergie. Vous le voyez, ici, et Denis Vincenti le sait bien, on peut se baigner dans des sources d'eau chaude comme celle-là. Mais la température reste fraîche, moins de 10 degrés. Les joueurs français ont intérêt à emporter une petite laine. Et s'ils étaient venus un mois plus tôt, ils auraient pu voir des nuits pareilles aux journées. De mai à juillet, la lumière subsiste en permanence, alors que l'hiver, il fait nuit près de 24 heures sur 24. C'est pourquoi le football en Islande est d'abord un sport d'été. C'est un sport d'été, mais les saisons maintenant est un peu plus longue qu'il y a quelques années. Maintenant, elle commence au mois de mars, avril, elle va se terminer au mois de septembre. Après le mois de septembre, on joue les matchs internationaux à l'étranger. En Islande, il n'y a pas de plage, pas de reptiles, pas d'armée, pas de chômeurs et pas de footballeurs professionnels. Là-bas, les 22 000 licenciés sont amateurs, la première division regroupant une dizaine de clubs. Gunnar Gislason joue dans l'une des 3 équipes de Reykjavik. Il est le libéro de la sélection. Je suis représentant pour une marque d'équipement sportif. Je travaille de 8 h du matin à 5 h de l'après-midi. Je m'entraîne 4 à 5 fois par semaine, ça dépend des matchs. Quant à l'argent en Islande, ce n'est pas en jouant au football qu'on en gagne. Aux possibilités économiques limitées, l'Islande manque de matières premières et de céréales. Pour en obtenir, le pays exporte principalement du poisson. Aller chercher ailleurs ce qu'on ne peut trouver chez soi, ce principe est également appliqué par les meilleurs footballeurs. Alors, ils deviennent professionnels à l'étranger. Les Islandais sont très, je veux dire, très fiers de leur comportement à l'étranger. Ils sont toujours très bien acceptés quand ils reviennent en Islande. Pourquoi ne viennent-ils pas en France? Je pense que la France n'a pas cherché les joueurs islandais comme les autres pays le font. Les autres pays, et en particulier l'Allemagne. Avant un match de Bundesliga, retrouvailles pour 3 Islandais. Le plus connu est à droite. Il s'appelle Sigurvinsson et joue à Stuttgart. Edvalson, lui, joue à Werdingen. Il y a 3 ans, il fut le 3e meilleur buteur du championnat allemand. Les Nantais se souviennent de Pål Björnsson. L'année dernière, il leur avait marqué 2 buts. Pour la première fois, une équipe pro était battue en Islande. Pål Björnsson joue désormais en Suisse.
Également en Suisse, Thorparson, alors que Margesson et Gudjonsen ont signé en Belgique. Et puis, connu également, Pétur Pétursson. Après avoir joué à Feyenoord, il a retrouvé le championnat islandais dont il sera, en équipe nationale, l'un des 3 représentants. C'est ce que nous avons appris dans cet hôtel, celui où logera l'équipe de France. Siegfried Held, l'entraîneur allemand, répondait en anglais aux journalistes islandais. Il y a une grande différence entre les professionnels et les amateurs. Pour nous, c'est vraiment un handicap. Quant à la France, elle jouera mieux ici qu'en Suisse. Là-bas, certains joueurs donnaient le sentiment d'être en vacances. Pays dont 2% seulement de la superficie est cultivée, l'Islande ne manque pas d'espace. Les terrains de football, pourtant, y sont petits. Le terrain est la grandeur minimum. Elle est très étroite en comparaison avec les stades en France. Et une autre chose, le gazon est très souple et glissant même quand le gazon est sec. Ce qui peut également surprendre les joueurs français, la motivation de leurs adversaires, impatients de les rencontrer. Platini forfait, les Islandais regrettent, Tigana finalement présent, ils apprécient. Je crois qu'on attend, je ne sais pas exactement, mais de 10 000 à 15 000 spectateurs. Et ça fait beaucoup en Islande. Le match sera retransmis à la télévision ? Oui, je crois. Ce qui n'aurait pas été possible si le match avait eu lieu un jeudi. Ce jour-là, notamment pour favoriser la lecture, il n'y a pas de télé. C'est que les Islandais passent pour l'un des peuples les plus littéraires. Par habitant, il y a plus de librairies que nulle part ailleurs. Mais mercredi, l'Islande ne lira pas, elle attendra un exploit. Si la France est venue en grand monsieur, ils vont peut-être partir de jeu. Depuis le départ de certains cracks et surtout la défaite contre la Suisse, c'est de la pluie sur le football français. Par contre, depuis le retour de notre ami Jean Tigana, c'est du grand soleil pour cette équipe française. Denis Vincenti, qui est un connaisseur, aurait même pu vous dire qu'Ayache, Fernandez et Gengini, tous 3 rétablis, sont également de retour, alors que Ferreri et Papin, blessés, laissent leur place à Philippe Anziani et Stéphane Paille. Stéphane Paille, c'est la grande nouveauté de ce Islande-France. À 21 ans, c'est un pur produit de l'école sochalienne, d'où sortent également Stopira et Anziani. Même s'il ne joue pas à Reykjavik, son arrivée chez Léa n'est pas une surprise, compte tenu de son talent de buteur et du bon parcours de Sochaux en début de saison. L'autre bleu de ce stage n'en est pas vraiment un, puisqu'il a porté à 47 reprises le maillot tricolore. Vous l'avez peut-être reconnu à la gauche d'Henri Michel, il s'agit de Jan Djorkaeff, appelé pour s'occuper de la préparation physique des Français qui en Islande en auront bien besoin. Je sais en tous les cas que c'est difficile parce que c'est le premier match, c'est vrai, qu'il est très important pour la suite des événements. Difficile aussi parce qu'en Islande, on ne rencontre pas toujours des conditions idéales pour pratiquer un excellent football. Et puis on va rencontrer une équipe, encore une fois, qui, face à l'équipe de France, n'a absolument rien à perdre et va jouer son bateau, son jeu normal. Donc nous sommes prévenus, avertis, et nous savons aussi que si nous voulons avoir une chance de nous qualifier, eh bien, on n'a pas le droit d'abandonner des points contre des équipes comme l'Islande. Bonne ambiance avant des éliminatoires du championnat d'Europe qui s'annoncent très difficiles. En Islande, les Bleus devront avant tout se méfier d'eux-mêmes, comme l'a prouvé le dernier match contre la Suisse. On ne doit jamais faire preuve d'excès de confiance, on doit être confiant en ses moyens, on doit savoir ses forces, mais en aucun cas faire un excès de confiance, ça serait la pire des choses. Mercredi soir, l'équipe de France devrait ressembler à celle-ci, avec un milieu de terrain où demeure une seule incertitude, à savoir qui de Poulain ou de Gengini occupera la 4e place, alors que la ligne d'attaque devrait, comme en Suisse, associer Bucher et Stopira. Voilà, il faudra donc se prendre ce match très au sérieux, mais enfin d'après les propos d'Henri Michel, je pense que ça sera le cas. Thierry, on a le temps pour le petit loto. Le petit loto et dire que ce match sera retransmis en direct sur TF1 à partir de 20h. Le loto, donc, qui n'était encore pas simple cette semaine, portait uniquement sur la 2e division. Il y a beaucoup de succès, 5 succès à l'extérieur et 4 résultats nuls. On saura s'il y a un gagnant à 16, sinon beau pactole pour la semaine prochaine. Et avant de nous quitter, juste une information pour vous dire que cet après-midi à 16h,
à l'Aiguillon-sur-Mer, c'est en Vendée. Inauguration du stade qui portera le nom de Fernand Sastre, l'ancien président de la Fédération française de football. Un match Nantes-Bataillon de Joinville, arbitré par monsieur Vautreau pour l'inauguration de ce stade à l'Aiguillon-sur-Mer. Bravo président. Merci, bonne semaine. Espérons que Prost va être brillant cet après-midi. Et n'oubliez pas, mercredi soir, 20h, TF1, Islande-France, premier match de l'Euro 88. Bon dimanche, bonne semaine et à dimanche prochain.